Hey, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la figure du dandy. Alors je savais pas ce que c'était, peut-être que ça vous parle pas du tout et que même ça vous paraît plutôt chiant. Moi non plus, ça me disait rien avant que je ne mette la main sur ce petit bouquin du dandysme et de Georges Brumel de Barbey de Rivilly qui est suivi par Le dandy de Charles Baudelaire qui a un chapitre qu'il a écrit dans Le peintre de la vie moderne. Et donc j'ai lu ce truc sans trop savoir à quoi m'attendre et j'ai trouvé ça juste génial. Barbey de Rivilly l'a écrit au courant du 19e siècle et en fait je me suis rendu compte que le dandysme était un peu un courant philosophique au-delà de simplement quelques personnalités anglaises du 18e siècle. Et c'est de ça qu'on va parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Comme d'habitude, un petit plan en 3 parties parce que on ne se refait pas. Donc dans la première partie, on va un petit peu définir qu'est-ce que c'est que être un dandy, qu'est-ce que ça veut dire, d'où ça vient, et on va s'appuyer sur la vie de Georges Brumel du coup. Dans une deuxième partie, on va parler plus du mouvement de pensée, de la philosophie du dandysme, qui est une philosophie dont les concepts clés vont à rebours de la philo traditionnelle. Et ensuite, dans une troisième partie, on va parler du fait que le dandy, c'est surtout une figure d'opposition et de révolte. Et que donc il y a quelque chose d'assez politique à ce personnage dont on pourrait penser qu'il n'est qu'apparence. D'abord, pour vous donner une définition assez générique de ce qu'est le dandy, c'est un homme qui, à partir de la fin du XVIIIe siècle en Angleterre, va être catégorisé comme très raffiné, très élégant, qui a un esprit très fin. Étymologiquement, le mot dandy, on sait pas trop d'où ça vient. Finalement, le biographe d'Oscar Wilde et philosophe contemporain Daniel Salvatore Schiffer, il va déduire que le mot dandy est apparu en 1780 dans un texte, une ballade écossaise où un jeune homme efféminé qui s'appelle Andrew, mais surnommé Andy, va suivre comme un petit chien une femme et donc il va être moqué par la société de ce fait-là. Finalement, le mot dandy serait un mot valise entre dandling, qui se dandine quoi, et Andy, son surnom. Et finalement à cette époque, du coup, le mot dandy correspondrait plutôt ou désignerait plutôt les jeunes gens qui vont à l'église en étant habillés de manière très excentrique, mais ça va pas plus loin. Ce qui est très difficile quand on veut poser une définition du dandy, c'est que chaque dandy est différent parce que le trait principal de la personnalité du dandy, c'est son individualisme. C'est-à-dire qu'il lui est tout permis et qu'il n'y a pas vraiment de règles dans le dandysme. Toutefois, Daniel Salvatore Schiffer nous dégage quand même quelques caractéristiques essentielles et qui reviennent chez plusieurs dandys. Je vais vous lire ça. Donc le dandy regroupe l'art de l'apparence associé à une sainteté quasi christique, le sens de l'absolu et de la transcendance, la mise en évidence de l'esprit à travers le corps, le sensualisme cérébral, l'idéal aristocratique, le cynisme comme contrepartie du stoïcisme, l'illusion réfléchie comme règle de morale, la maîtrise de soi malgré le culte de la beauté, la rigueur protestante et même luthérienne, le goût du néant et la propension à la mélancolie, le spleen, la solitude en contrepoint de la lucidité. Ça nous permet de dresser un peu le portrait de ce que c'est qu'un dandy. C'est donc quelqu'un qui n'est pas qu'une manière de s'habiller, pas seulement un physique, mais aussi et surtout une finesse d'esprit, un sens spirituel associé à ce sens esthétique. Ça va de pair. Il n'y a pas d'apprentissage du dandysme, il n'y a pas une école du dandysme. En fait, soit on est dandy, soit on ne n'est pas dandy, et donc on ne pourra jamais le devenir. C'est avec ses airs qui s'imposent. Donc en effet, c'est pas quelque chose qui peut s'apprendre. Et il faut savoir que le dandy, il est entre une forme de frivolité effrontée et de révolte contre l'ordre bourgeois, parce que le dandy ne se sent pas concerné par les règles, par la loi commune, il est au-dessus de la morale. Parlons maintenant de Georges Brumel. Qui était-ce? Qu'est-ce qu'il a fait de sa vie et pourquoi est-ce que c'est le dandy le plus connu? Eh bien, Georges Brumel, il est né à la fin du XVIIIe siècle et il est mort en 1840. On l'appelait de son temps le beau Brumel. Il vient pas du tout à l'origine d'un milieu aristocratique, mais il a su par ses charmes s'y frayer un chemin. Il faut savoir que c'est lui qui a vraiment instauré la mode en Angleterre à cette époque-là du costume masculin tel qu'on le connaît quasi toujours aujourd'hui, c'est-à-dire un costume avec un pantalon assez long, toujours de couleur assez sombre, une cravate nouée, quelque chose de très raffiné mais très discret,
presque sur la retenue. Il était un véritable arbitre de la mode, mais c'est aussi par la finesse de son esprit qu'il a pu faire ses preuves et qu'il s'est fait ce nom. Il faut savoir qu'il est allé, quand il était jeune, au collège anglais d'Eton, le fameux collège pour garçons, etc. En sortant de Eton, il a récupéré tout l'héritage de son père qui était mort quelques années avant, qu'il a toute sa vie dilapidé en termes d'habits, de vêtements, de soie, enfin bref, tout ce qu'on aime. Il se lie assez vite dans sa vie quand il est encore jeune avec le prince de Galles et il est promu capitaine. Il faut savoir quand même que le prince de Galles c'était aussi une personnalité assez extravagante, c'était un homme obèse qui portait des couvre-chefs avec plein de sequins sur ses couvre-chefs, qui était un coureur de jupons, qui portait du satin rose avec des perles, enfin c'était aussi une personnalité, donc les deux c'était comme cul et chemise. Puis le régiment de Brummel a été transféré à Manchester, hors de question d'aller à Manchester se terrer dans cette ville pourrie. Brummel préfère démissionner et rester à Londres, il a bien raison. Finalement Brummel c'est le premier quand il est à Londres à être un people, à être un influenceur on pourrait même dire, parce qu'il est connu pour être connu. Il est connu parce qu'il lance des modes, que tout le monde veut lui ressembler mais on sait pas vraiment pourquoi, on sait pas vraiment ce qu'il a fait. Eventually, il est déchu par le prince parce qu'il a une embrouille avec lui, c'est-à-dire que le prince de Galles choisit de l'ignorer à un bal et de saluer son ami qui est à côté de lui. Or, bien sûr, Brummel n'accepte pas qu'on le traite comme ça et du coup il sort cette phrase culte à propos du prince. Il demande à son ami comment s'appelle ton ami Randouillard. Forcément ça passe pas trop auprès du prince, donc finalement il y a une rupture amicale mais qui n'exclut pas pour autant Brummel de la haute société, bien au contraire, il reste le favori, simplement il n'est plus le petit protégé du prince. Il a une fin de vie absolument catastrophique parce qu'il est totalement endetté, du coup il se barre à Calais pour éviter la prison en fait, et il va eventually finir par être totalement fou parce qu'il a contracté la syphilis et du coup la démence est un symptôme. Et il va finir totalement ruiné, fou, dément, à ne plus se laver, à ne plus s'habiller dans un hôpital psychiatrique, enfin un asile, et il finit sa vie là-bas, ce qui est assez triste. Brummel, il a une forte postérité, enfin moi j'avais jamais entendu parler de ce personnage historique avant, parce que justement son influence est tellement incalculable et difficilement cernable qu'on sait pas trop dans quelle catégorie on peut le mettre, mais Honoré de Balzac avait déjà parlé de lui dans ses articles qu'il publiait dans le magazine La Mode, qui feront son fameux traité de l'élégance, de la vie élégante, pardon. Il a imaginé dans un de ses articles un dialogue fictif entre lui et Brummel. Et dans ce traité-là, Honoré de Balzac va interroger justement qu'est-ce que c'est qu'un dandy, c'est quoi la fonction du dandy, qu'est-ce qui fait sa particularité, et il en finit par nous dire qu'est-ce qu'un dandy, un meuble de boudoir, un mannequin extrêmement ingénieux, mais un être pensant jamais. Et tac. Dans son petit bouquin, dans son petit essai, Barbey d'Aurevilly veut aller plus loin que simplement cette espèce de mannequin qu'est le dandy. Il va essayer de donner de la matière à son dandy et il veut il rédige une amorce de philosophie du dandysme finalement. De cette difficulté à parler du dandysme, Barbey d'Aurevilly il en parle bien dans sa dédicace parce que il dit que Brummel n'appartient pas à l'histoire politique de l'Angleterre mais à une histoire des petites choses, une histoire des airs et des contenances, des tendances, de ce qui se fait, du goût, du moment présent. Bref, une histoire des nuances sociales, des petits riens qui sont pourtant tout puissants. Ce qu'on apprend à la lecture de ce petit bouquin et dans cette première partie de ma vidéo, c'est que le dandysme c'est une manière de vivre et de faire de sa vie une œuvre d'art. Donc il y a une réalité esthétique, une portée esthétique dans tout dessin de vie d'un dandy. Et il y a dans ce geste une appropriation du motif érotique féminin, mais dont on va reparler dans la deuxième partie de cette vidéo. Tout de suite. Dans cette partie, on va plutôt s'intéresser du coup à qu'est-ce que c'est en termes d'idéologie que le dandysme et comment est-ce qu'on a pu à travers l'histoire saisir un peu une philosophie du dandysme. Le premier concept dont on va parler, c'est le concept de vanité, parce que Barbey d'Aurevilly, il fonde tout son examen critique et philosophique du dandysme sur la notion centrale de vanité et sur sa réhabilitation. Philosophiquement, il y a toujours eu une dévalorisation de la vanité parce que il y a une opposition ontologique et aussi morale entre vérité et apparence.
ce n'est pas la même chose et la vanité se situe quelque part là-dedans. Elle est considérée comme un trait pathologique, une obsession de soi, forcément douteuse et dont il faudrait se méfier, parce que ça voudrait dire trouver le sens de sa propre vie dans le jugement d'autrui et instaurer une rivalité malsaine avec autrui de ce fait. C'est Barbara Carnevali qui en parle pas mal dans son ouvrage Social Appearances, A Philosophy of Display and Prestige, qui est vachement bien, je vous le conseille par ailleurs, mais qui n'existe qu'en anglais je crois. Et elle nous indique que la vanité, si elle a autant mauvaise presse, c'est aussi parce qu'elle est toujours associée à la notion de mondanité. La mondanité qui pourrait être vue comme une pratique ludique et rigolote de la sociabilité, mais qui ne l'est pas du tout. Parce que dans la logique dualiste dont on est héritier, ça nous oppose toujours à un idéal d'authenticité, à un idéal de transparence, un idéal naturel en fait. On est encore héritier de toute cette tradition de pensée et du coup on a toujours ce jugement de valeur quant à la mondanité et à la vanité qui font que les dandys pourraient apparaître comme des gens vains, vides, la vacuité même. Carnevali, elle nous informe qu'il y a un philosophe qui s'appelle Alexandre Kojève, que personnellement j'ai pas encore lu, qui a développé une théorie du genre humain construite autour de cette notion de vanité. Il développe une vision totalement existentielle de la vanité et noble parce que elle serait en fait une capacité humaine à transcender le règne animal et aller par-delà les choses triviales de la vie humaine. En fait, la vanité, elle nous permet aussi, selon lui, de transcender les nécessités économiques pour avoir une volonté d'avoir une bonne image de soi, une belle image de soi afin de la véhiculer à autrui. Et il y a quelque chose dans ce geste-là de totalement louable, selon lui. Pourquoi la vanité est-elle aussi toujours dépréciée? Parce qu'elle est associée presque systématiquement à la notion d'efféminité. Puisque les femmes ont, dans toute leur histoire, été reléguées au rôle d'objet de perception, elles ont développé un rapport à leur apparence totalement obsessionnel et malsain. Ce réflexe obsessionnel, il s'est créé comme aussi mode de survie, mais du coup, tout homme qui est accusé de vanité, il est quelque part coupé de sa virilité, il est émasculé en fait. Et moi je trouve ça assez drôle parce que tout ce que chez le dandy, Barbé d'Aurevilly ou tous les autres intellectuels dont je vais vous parler dans cette vidéo trouvent louables, ce sont des activités typiquement féminines mais qui sont riables lorsqu'elles sont appliquées à des femmes, qui sont ridicules ou qui sont infantilisé, c'est-à-dire faire attention à soi, se maquiller, vouloir régner de par son apparence, etc. C'est jamais, c'est toujours quelque chose de dérangeant quand c'est appliqué par une femme. Or, quand ça l'est par un homme et que c'est un dandy, waouh, ça bouleverse tout quoi. D'ailleurs, Barbé d'Aurevilly, à la page 93 de cette édition, il nous dit « Paraître, c'est être pour les dandys, comme pour les femmes ». Daniel Salvatore Schiffer, dont je vous parlais tout à l'heure, il a écrit un ouvrage qui s'appelle La philosophie du dandysme, qui est dispo sur Cairn en PDF, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est pas mal, j'ai pas tout lu, j'ai lu quelques chapitres, mais c'est vraiment pas mal, et en fait il évoque le fait que le dandysme c'est forcément un mode de pensée à rebours de la tradition philosophique parce que le dandysme a pour but de réhabiliter l'union de l'âme et du corps contre la tradition platonicienne, contre ensuite le rationalisme cartésien, etc. Le corps de la philosophie du dandysme, c'est l'esthétisation de soi, c'est, comme je le disais avant, faire de sa vie une œuvre d'art et du coup tous les attributs de la mode, toutes les contenances, tout ce qui vont pouvoir marquer une attitude, ça va être les alliés de cette portée esthétique de l'existence, de cette philosophie de vie. C'est pour ça que ça chamboule tout le champ philosophique parce que cette marginalité, cette originalité, elle se trouve forcément en marge. Et dans cette esthétisation, on va le voir tout de suite dans la troisième partie, il y a aussi une forme de négation. Pourquoi et comment le dandy pourrait-il être une figure d'opposition à l'ordre établi, même une figure de révolte? C'est assez surprenant, on pourrait croire qu'il a juste envie de vivre sa vie dans ses apparences et voilà. Et non, il y a quelque chose d'éminemment politique dans le geste du dandy. Et en fait, il faut qu'on en revienne à Baudelaire pour comprendre ça. Parce que Baudelaire, du coup, comme je le disais, dans Le peintre de la vie moderne, il consacre un chapitre à l'étude du dandysme et des dandys, qu'il publie en 1863. Il se reconnaît lui-même comme un dandy quelque part, ou du moins il aimerait bien. Selon lui,
Ce programme esthético-philosophique de toute existence de tout dandy, eh bien c'est pas forcément une finalité en soi, c'est-à-dire que la toilette et la mode c'est pas une finalité en soi, mais c'est une manière de montrer la supériorité de son esprit. Daniel Salvatore Schiffer va lire dans cette analyse baudelairienne du dandy une référence à Nietzsche et à son concept de surhomme qu'on peut retrouver dans son ouvrage Ainsi parlait Zarathustra notamment, avec la manière dont Baudelaire perçoit dans tout dandy une supériorité aristocratique, une forme de solitude, un refus de se soumettre à la morale de son temps, tout comme finalement Zarathustra dans l'œuvre de Nietzsche. Il y a donc chez le dandy une forme de révolte sociale, politique, qui trouve son expression dans une forme d'ascèse esthétique. Et ça c'est super fort quoi, enfin moi j'adore, ça me parle. Baudelaire nous écrit donc ceci au sujet du dandy. C'est un petit peu long mais ça vaut le coup. Que ces âmes se fassent nommer raffinés, incroyables, beaux, lions ou dandy, tous sont issus d'une même origine, tous participent du même caractère d'opposition et de révolte. Tous sont des représentants de ce qu'il y a de meilleur dans l'orgueil humain, de ce besoin, trop rare chez ceux d'aujourd'hui, de combattre et de détruire la trivialité. De là naît chez les dandys cette attitude hautaine de caste provocante, même dans sa froideur. Le dandysme apparaît surtout aux époques transitoires, où la démocratie n'est pas encore toute puissante, où l'aristocratie n'est que partiellement chancelante et avilie. Dans le trouble de ces époques, quelques hommes déclassés, dégoûtés, désœuvrés, mais tous riches de forces natives, peuvent concevoir le projet de fonder une espèce nouvelle d'aristocratie, d'autant plus difficile à rompre qu'elle sera basée sur les facultés les plus précieuses, les plus indestructibles, et sur les dons célestes que le travail et l'argent ne peuvent conférer. Le dandysme est un soleil couchant. Comme l'astre qui décline, il est superbe, sans chaleur et plein de mélancolie. Il y a une analyse clairement la politique, un peu, bon, on passe sur le côté aristo et tout, mais du coup, Baudelaire nous affirme que le dandy est une forme de révolte. Le dandysme est une forme de révolte, et Camus, dans L'homme révolté, va consacrer tout un chapitre justement à la figure du dandy. Ce qui est fou, je m'en rappelais plus, mais du coup, en préparant cette vidéo, je l'ai relue. L'homme révolté, on peut le trouver en PDF aussi sur internet, je vous le mettrai en barre d'infos. Camus va aussi reprendre cette analyse baudelairienne et il va écrire à son sujet, je recite parce que je pourrais pas paraphraser mieux. Le dandy crée sa propre unité par des moyens esthétiques, mais c'est une esthétique de la singularité et de la négation. Vivre et mourir devant un miroir, telle était, selon Baudelaire, la devise du dandy. Elle est cohérente en effet. Le dandy est par fonction un oppositionnel. Il ne se maintient que dans le défi. Le dandy se rassemble, se forge une unité par la force même du refus. Dissipé en tant que personne privée de règles, il sera cohérent en tant que personnage. Mais un personnage suppose un public. Le dandy ne peut se poser qu'en s'opposant. Il ne peut s'assurer de son existence qu'en la retrouvant dans le visage des autres. Les autres sont le miroir. Toujours en rupture, en marge, il force les autres à le créer lui-même, en niant leur valeur. Il joue sa vie, faute de pouvoir la vivre. Il la joue jusqu'à la mort, sauf aux instants où il est seul et sans miroir. Être seul, pour le dandy, revient à n'être rien. C'est page 71-72. Le destin du dandy est donc assez tragique et solitaire parce que c'est une révolte individualiste qu'il se joue. Il n'est pas du tout dans un mouvement de révolte communautaire ou globale, au contraire, c'est lui seul qui va la vivre. Et Camus affirme que le dandy, il est bien révolté et pas révolutionnaire parce que le révolutionnaire veut changer le monde, bouleverser l'ordre des choses, alors que le révolté, il ne peut se révolter que s'il existe encore cette assise contre la même spécifiquement il se révolte. C'est-à-dire que la révolte, à la différence de la révolution dans la philosophie de Camus, elle est métaphysique, elle se joue personnellement, c'est une expérience personnelle. Du coup, il faut toujours, pour le révolté, maintenir l'ordre dans lequel il se tient pour pouvoir même avoir cette potentialité de révolte. Du coup, il y aura toujours chez le révolté un sentiment de culpabilité, chez le dandy aussi, une forme de mauvaise conscience, car son geste ne peut jamais se finir et ne peut s'exercer qu'en présence de ce qu'il réfute.
Voilà, donc le dandy finalement incarne une révolte, un refus des valeurs mises en place, de la tradition, tout ça en mettant en place une théorie esthétique qui se joue dans le corps, qui se joue par le biais de l'apparence. Je trouve ça génial, assez révolutionnaire et forcément ça me parle. J'espère que ça vous a aussi parlé, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo et à vous abonner. Et puis bah je vous souhaite une super journée, une super soirée et je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos. Bisous!